Bonsoir, nous allons commencer la troisième. Je sais que nous sommes un peu en avance, donc je vais juste vous donner une petite introduction avant de commencer formellement. Comme vous le savez, les sujets que nous avons essayé de couvrir sont des sujets reliés directement à l'innovation technologique comprise dans son sens large. Donc dans la première lecture, on avait parlé des rapports entre l'innovation, l'innovateur, l'environnement de l'innovation et de l'innovateur, et l'importance de fournir un environnement propice, et qu'en fait, la distribution, si vous voulez, du quotient d'innovation à travers le globe, il n'y a aucune raison de penser qu'elle n'est pas égale, mais par contre, l'expression de cette innovation est très inégale. Et donc, il faut comprendre pourquoi elle est inégale, même dans des pays au développement économique pratiquement comparable, elle est inégale. Dans la première leçon, nous avons couvert les besoins d'innovation biomédicale, les grandes tendances de cette innovation. Dans la leçon précédente, nous avons couvert les comparaisons internationales et les grands changements de comparaison entre les années 90 et aujourd'hui, avec une expansion vraiment remarquable du nombre de scientifiques dans le monde, et bien sûr la dépendance de plus en plus grande de l'économie mondiale sur l'innovation, puisque 50% des produits de l'économie actuelle viennent de découvertes qui ont été mises en pratique dans les 40-50 dernières années. Donc il y a vraiment une compréhension de plus en plus grande, non seulement des systèmes, mais surtout de l'expérience qu'on a acquise avec un déploiement global qui est en train de devenir de plus en plus global, avec plus en plus d'équilibre entre les grandes régions du monde, les États-Unis, l'Europe et l'Asie, où vraiment on voit un équilibrage de la production scientifique, de la production des brevets, comme on en avait discuté. Et donc on est en train de se demander, dans cette troisième leçon, est-ce qu'il y a une manière de comprendre le système de telle manière à ce qu'on puisse gérer la science et l'innovation scientifiquement? Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux? Donc le but de la lecture d'aujourd'hui, c'est justement de parler sur la base de notre expérience et l'expérience d'autres. C'est quoi en fait? Quels sont les systèmes de gestion de la science? Dans cette lecture, je vais vous donner les principes généraux que je vais partager avec vous, mais les principes tels que je les comprends, et donner l'exemple, le premier exemple, l'exemple du NIH, que je connais très bien. Et nous ne pourrons pas compléter l'analyse de toutes ces méthodes de gestion de science dans cette lecture, donc on continuera ça dans une autre leçon. Donc, je le disais encore, la science et la technologie ne sont pas des artefacts de gouvernement, ce ne sont pas des artefacts de gestion, ce sont des caractéristiques fondamentales qui se sont développées bien avant la formation de gouvernements ou de systèmes de support de la science et l'innovation. C'est une qualité intrinsèque, comme je l'avais dit dans ma lecture inaugurale, avec le développement d'outils utiles qui deviennent, eux, essentiels à la diffusion, non seulement de la population humaine, mais aussi à la diffusion des civilisations, et bien sûr, toujours avec un composant pour résoudre nos besoins fondamentaux, donc besoin de nourriture, l'invention de la roue, un moyen de transport, etc. C'est clair qu'au début, l'outil était considéré de manière utilitaire, directe, avec une relation très linéaire sur le besoin immédiat. Ensuite, la quantification du temps est devenue un facteur important dans l'évolution de la science et de la technologie, bien sûr avec ce qu'on appelait les shadow clocks, c'est-à-dire les ombres qui étaient à la mesure du temps dans la journée, dans la culture égyptienne, les arcs solaires, les sundials, qui encore ont utilisé la même technologie de l'ombre, donc la relation au soleil. Ensuite, l'évolution au cours des âges, avec au XIVe siècle, la turret clock, et maintenant, bien sûr, les horloges atomiques. Donc la mesure du temps et la précision de cette mesure est en fait un très bon indicateur de l'avancée technologique, l'avancée d'innovation. Parce que sans mesure de temps, on ne pouvait pas réaliser le contrôle des processus, non seulement des processus à cycle très lent, comme les récoltes,
mais aussi les processus à cycle plus rapides, comme la journée et l'heure de travail, et comme les processus ultra rapides qui sont maintenant nécessaires à nos ordinateurs, à travers les montres atomiques. Donc il y a une relation très profonde entre la science, l'innovation technologique et le rapport avec le développement de nouvelles technologies quantitatives. Par exemple, il est clair qu'on voit que dans tout système d'innovation et scientifique, il faut combiner non seulement les idées scientifiques, mais les méthodes d'analyse. Et ces méthodes d'analyse sont intégrées. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut gérer scientifiquement la science et l'innovation, c'est une question qui ne peut pas se poser indépendamment des méthodes et des outils que l'on a et qui sont en général de plus en plus précis, de plus en plus quantitatifs. Et donc, quand on voit par exemple l'exemple des montres atomiques, elles ont une utilisation extraordinaire. On ne peut pas vraiment aujourd'hui faire de l'imagerie sans montre atomique. On peut faire de processing d'informations sans avoir la capacité d'avoir justement dans ce petit appareil, nous avons des montres, électroniques qui en fait permettent au système de fonctionner à une rapidité de plus en plus grande. Donc tout ce genre de synchronisation est très importante. Je vous donne un exemple qui est tout à fait différent, c'est-à-dire la capacité de mesurer le temps avec une précision à la femtoseconde est devenue l'essence même du système de navigation par satellite qui existe dans nos téléphones ou dans nos voitures. Pourquoi ? Parce que la distance du satellite, tous les satellites qui sont en circulation autour de la Terre ont tous une montre atomique qui marque le temps universel. Donc, si on a un satellite qui est à 100 000 km, ça prend un tiers de seconde pour arriver, donc on ira le temps de l'émission du temps qu'il nous enverra, ce sera un tiers de seconde après l'émission. Et si un autre satellite est à 50 000 km, ce sera 0,15 secondes. Et c'est en lisant, non pas en mesurant la distance, mais en lisant le temps qu'on reçoit du satellite A, B, C et D qu'on arrive à se localiser. Vous comprenez ? Donc, précision à un niveau tel qu'on peut justement arriver à comprendre des phénomènes ultra rapides comme la vitesse de la lumière qui va à 300 000 km/s, mais aussi des phénomènes ultra rapides comme les mouvements moléculaires, comme les réactions moléculaires chimiques, par exemple la formation d'un bond, d'un lien chimique, et maintenant on est capable même de le photographier. Donc, avancée technologique, avancée scientifique, les deux vont ensemble. Et en fait, je reprends un peu ce que j'avais dit pendant la lection inaugurale pour bien comprendre quels sont les buts de cette gestion de la science. C'est un mariage, si vous voulez, entre l'état des connaissances, nos moyens techniques et nos moyens de comprendre la nature de manière expérimentale. Donc, j'utilise toujours cette forme en S. Il n'y a aucune validation scientifique de ce que je dis. Ça, c'est mon opinion. Mais il est clair qu'il y a des phases où, au début d'une période scientifique, on observe le système dans son ensemble. On a de la température, le malade transpire. Vraiment des observations assez grossières, empiriques, et surtout à l'échelle globale. En physique, il y a la chaleur qui s'établit, l'électricité, on remarque les phénomènes d'électricité. Et donc, au début, c'est des observations empiriques aux grandes échelles. On ne va pas du tout à l'échelle atomique à ce moment-là. Et c'est au cours du temps qu'on essaye de comprendre, donc, à une échelle de plus en plus petite. Donc, on passe, par exemple, de l'organe, et on passe au tissu, de tissu, on passe aux cellules, de la cellule, on passe aux organelles, et maintenant, on est en train d'essayer de comprendre les relations à l'échelle atomique. Et c'est une manière d'entrer, si vous voulez, dans une phase réductionniste où on essaie de comprendre des éléments du système. Et ça, c'est important parce que sans comprendre des éléments du système, on ne peut pas comprendre le système. Mais à la fin, la complexité, il y a une courbe d'inflexion où, à un moment donné, on a une explosion des données qui font de plus en plus penser à une convergence, justement, des concepts, une meilleure compréhension des sous-systèmes. Ça s'est passé en physique, quand on a compris que l'électromagnétisme, c'était vraiment deux côtés du même phénomène.
Et on voit des théories partielles qui se développent, la théorie électromagnétique, qu'on a ensuite liée à la théorie des liens faibles atomiques, the weak force. Et bien sûr, maintenant, la grande recherche, c'est comment intégrer tout ça dans une théorie unifiante de l'univers, avec l'intégration de la gravitation dans ces théories. Donc les sciences physiques sont à peu près là, les sciences biologiques sont encore à l'explosion des données, et sans grande compréhension du système, on commence à comprendre des sous-systèmes, mais on n'est pas encore là. Mais ce qui se passe, c'est qu'au début, les observations sont qualitatives à de grandes échelles, elles deviennent de plus en plus quantitatives à des échelles de plus en plus petites. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Donc il y a un cycle qui est assez lent, 100, 150 ans. En biologie, nous sommes à peine au tiers de ce cycle, à peu près ici. Donc, il faut encourager l'adoption de méthodes quantitatives de plus en plus précises. Il faut encourager l'analyse et l'étude à son élément le plus simple. Et dans un autre axe, il faut encourager aussi la compréhension de la complexité des systèmes. Donc un système de gestion ne doit pas oublier que la science évolue donc de cette manière et comment le faire. Donc quels sont les facteurs communs en fait dans la gestion pour supporter la science et la technologie? Et c'est ce que je disais la dernière fois, il ne faut pas oublier les sciences de l'engineering qui sont absolument essentielles à réaliser les outils avec lesquels on peut faire avancer la science. Donc moi je vois cette mission de gérer scientifiquement la science comme une mission intégrée entre études fondamentales et la réalisation d'outils pour accomplir les études fondamentales. Mais quels sont les facteurs communs? Et je veux dire les facteurs communs qui, d'après moi, sont essentiels pour arriver à réaliser un système de support, un système scientifique, un système de support de la science et de la technologie et de l'innovation. Il y a un fait absolument inéluctable, c'est que toute société qui n'a pas de surplus économique qu'elle dédie à la science et la technologie ne peut pas avoir de système d'innovation scientifique ou technologique. Clair et simple. On regarde l'histoire du monde, que ce soit dans la Florence du Moyen-Âge, où les Médicis étaient des bénéfacteurs extraordinaires, non seulement de l'art, mais aussi de la science, il fallait un surplus économique. Que ce soit la création du Collège de France, avec un surplus économique au niveau du monarque, il fallait un surplus économique. Que ce soit aux États-Unis, où on dédie 3% des ressources nationales à la recherche et le développement, on ne peut pas faire ça sans avoir un surplus économique. Donc ça, c'est numéro un, il faut toujours se rendre compte que toute économie qui n'a pas de surplus ne peut pas vraiment jouer un rôle important dans la science et la technologie. Deuxièmement, il faut avoir un leadership politique absolument compréhensif et supportif des avancées de sciences et technologies. Et ça se passe à plusieurs niveaux. Alors on voit ça par exemple au niveau des anciennes monarchies, comme au niveau des gouvernements actuels. La création par exemple d'institutions qui se créent parce qu'il y a un chef de gouvernement, une volonté politique justement qui comprend l'importance de la science et de la technologie. Non seulement pour les applications militaires qui a été comprise par tous les monarques et par tous les gouvernements depuis l'Antiquité. On comprend que l'innovation et la science militaire est importante à la survie du système, mais c'est surtout l'extension à la science civile qui est importante. Donc, par exemple, on voit au milieu même de la guerre de sécession, le président Lincoln crée l'Académie des sciences aux États-Unis, en plein milieu de guerre. Il comprenait l'importance fondamentale de créer un système de support, non seulement économique, mais un support politique. Et ces deux composants sont très importants. Il ne faut jamais ignorer l'un sans l'autre. Le troisième facteur qui, d'après moi, est essentiel, il faut des mécanismes, non seulement d'éducation, mais un mot que les gens n'aiment pas, mais de sélection des individus les plus talentueux. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que des fois, on confond l'égalité et l'égalitarisme. L'égalité des chances, c'est une chose, l'égalité des résultats, ce n'est pas la même chose. Et donc, quand on voit les sociétés où il y a eu un succès des sciences et des technologies, il y a toujours un système d'enrichissement
du pool de talents, d'innovateurs dont on dispose. Et moi, j'avais écrit un éditorial une fois dans Science en disant, c'est un peu comme quand on enrichit l'uranium. Il faut avoir un système d'enrichissement de l'uranium pour trouver la matière fissile qui n'est pas aussi fréquente que le reste. Et donc, au niveau des nations, ce qui se passe, il y a plusieurs systèmes qui réalisent ça. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'université de recherche qui est le centre même de cette machine d'enrichissement. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez, par exemple, les admissions au MIT ou à Harvard, moi, je sais qu'on était sur des comités d'admission à mon université, on avait 16 000 candidats pour 1500 postes. Et tous les candidats, il y avait 8 000 des candidats qui avaient des notes absolument parfaites aux examens. Il fallait qu'on choisisse. Et ces mêmes jeunes extraordinaires sont choisis au MIT, à Harvard et tout. Donc, il faut d'abord avoir un système de sélection. C'est clair et net, c'est pas populaire à dire, mais c'est la vérité. Et d'encourager justement l'exception dans la société de gens qui sont intéressés, passionnés par la science, l'innovation. Sinon, on n'arrive pas vraiment à créer une masse critique. Et cette masse critique doit être créée dans ce qu'on appelle un cluster. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment être... c'est pratiquement un réacteur de sciences et de technologie qu'on doit créer. Sans ça, c'est très difficile de voir comment l'excellence se réalise. Et bien sûr, on ne peut pas faire ça dans le vide, on fait ça autour d'institutions. Alors que ce soit des institutions gouvernementales, ou des institutions privées, ou des institutions de recherche seulement, ou de recherche et d'éducation, ou de recherche, éducation et de services, comme les centres académiques en médecine, il y a besoin d'un noyau de cristallisation qui est toujours l'institution. Donc ça, c'est les grands facteurs qui sont importants. Ce qui n'est pas important, et ce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il y a une approche magique? Est-ce que faire les grandes comme ça ou les grandes comme ça marche? Moi, je trouve qu'il n'y a pas une approche unique, mais il y a des principes communs, mais qui varient de pays en pays, de système en système, même d'un État à l'autre, d'une région à l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment les 4 premiers facteurs. Quels sont les modèles institutionnels de support de la science et de la technologie et de l'innovation? Alors, il y a plusieurs modèles. Comme il faut une volonté politique, un support économique, comment on réalise les deux en même temps? Il y a des modèles différents. Le premier modèle, c'est un système où le gouvernement supporte la recherche et exécute les programmes de recherche. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est payé par le gouvernement et exécuté par le gouvernement. Ça, c'est surtout dans les laboratoires de gouvernement. C'est surtout commun dans la recherche militaire. Donc, on a des laboratoires de recherche nucléaire, on a des laboratoires d'énergie atomique, par exemple, ici en France. Ce sont des institutions qui sont engagées, créées par le gouvernement, supportées par le gouvernement, avec des scientifiques, des innovateurs qui sont recrutés comme employés du gouvernement. Le deuxième système, c'est payé par le gouvernement, mais c'est délégué à des organismes semi-autonomes qui se gouvernent elles-mêmes. Ces organisations se gouvernent elles-mêmes. Alors, c'est la formation typique dans les pays de l'Est, l'Académie des sciences. En Chine, en Russie, on donne un budget à l'Académie des sciences qui avec une autogestion. Ou alors, même le CNRS en France, qui a été créé dans les années 30, ou la société Max Planck en Allemagne. Voilà des exemples où le financement est fait par le gouvernement, la gestion est faite de manière semi-autonome pour pouvoir justement réaliser une semi-indépendance des programmes de recherche. Il y a d'autres modèles, c'est le modèle où c'est financé par le gouvernement, mais ce n'est pas du tout contrôlé, si vous voulez, par le gouvernement, ce n'est pas exécuté par le gouvernement. Donc il faut toujours séparer le financement de l'exécution de la science et de la technologie. Alors ça, c'est l'ANR en France, la Deutsche Forschungsgesellschaft, qui est la société de financement des recherches en Allemagne, la National Science Foundation aux États-Unis, NSF, et puis en Angleterre, les Research Councils. Alors, ce sont des organismes qui prennent leur financement du gouvernement, mais qui ne contrôlent pas du tout la recherche, ils la financent seulement. Ils distribuent les ressources, mais ils ne dictent pas fondamentalement quelle recherche doit être faite. Il y a des modèles mixtes. Le meilleur modèle mixte que je puisse vous donner, c'est l'NIH.
Alors le NIH, comme je vous l'expliquerai, a une partie qui est financée et opérée en tant qu'organisation gouvernementale, à peu près 10% de son budget, pour des problèmes de priorité de santé publique, développement des vaccins, surveillance des transfusions du sang. Il y a des fonctions de santé publique qui sont faites au NIH même de recherche fondamentale au NIH, pour 10% de son budget. 85% de son budget est dédié à des financements dans le sens où c'est de la NSF, c'est-à-dire c'est financé par le gouvernement, mais ce n'est pas du tout exécuté par le gouvernement. Et bien sûr, il y a des sociétés philanthropiques, Pasteur étant l'exemple absolument critique. L'Institut Pasteur, c'était vraiment le premier modèle de création d'une institution de recherche mondiale à travers une levée de fonds philanthropique. Donc, une personnalité assez forte qui avait pu engager les forces politiques de l'époque, y compris le tsar de Russie, et pour pouvoir justement financer une organisation de recherche globale. Et bien sûr d'autres. Donc, ça, ce sont les institutions, leur type d'institutions. Quels sont les modes de fonctionnement? À l'intérieur des institutions, il y en a deux, fondamentalement. C'est soit ce qu'on appelle la méthode de haut en bas, ou la méthode de bas en haut, ce qu'on appelle top-down ou bottom-up. Alors, top-down, c'est quoi? On se met d'accord, on est des experts, on est connus, on est à l'académie, on fait des comités, et puis on conseille le gouvernement ou le financier qui veut suivre, le philanthrope qui veut. On se met d'accord, on dit voilà, ce qui serait formidable, c'est d'avoir un truc sur le cancer ou un truc sur l'exploration spatiale, enfin, quel que soit le sujet. Donc c'est défini par des experts, défini par des gens qui sont dans le domaine et qui conseillent le financement et l'utilisation des fonds. Alors souvent, c'est une stratégie qui est formée à ce moment-là, une stratégie souvent nationale, et un programme est créé. Un programme est créé, financé, et les scientifiques sont recrutés. C'est un peu comme le programme gouvernement, mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'on peut faire ça même quand le gouvernement lui-même n'a pas de laboratoire. En dictant, par exemple, quels sont les programmes qui doivent être réalisés. Donc on a l'académie qui décide quels sont les programmes, on dicte le genre de programme, et puis c'est exécuté par d'autres institutions, mais c'est dicté de haut en bas. Et donc il réalise un but prédéterminé. La méthode opposée, donc une des deux méthodes, comme je disais, il n'y a pas d'approche magique, c'est que les idées sont générées par les chercheurs, qui ensuite appliquent, font des demandes à une organisation de financement qui, elle, ne fait qu'une chose, elle alloue les ressources sur la base d'une revue scientifique indépendante, qui soit sans conflit. C'est impossible à réaliser, il y a toujours des conflits, mais enfin, on essaye de le réaliser sans conflit. Et avec une force intellectuelle qu'on essaie de rendre au maximum, donc d'arriver à avoir une revue indépendante. Et surtout, ce qui est caractéristique de ces systèmes-là, c'est qu'on donne des subventions pour une période de temps limitée. Mais ces subventions sont renouvelables. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité et de redistribution des ressources dans la méthode bottom-up, mais surtout, ce sont les scientifiques qui sont sur le terrain, qui eux-mêmes déterminent leur direction de recherche. Donc tout de suite, vous allez me dire, bon, ce n'est pas possible d'avoir l'une ou l'autre, et en général, on a les deux, dans des proportions différentes. Je vous dis, aux États-Unis, au NIH, je vous en parlerai, on a à peu près 30% du budget qui est top-down, donc ce sont des priorités qu'on détermine. Le génome humain, par exemple, ça n'aurait pas existé sans avoir eu justement l'Académie des sciences, l'Institut de médecine qui disait il faut faire un projet sur le génome humain. Et 70%, c'est la méthode inverse, c'est-à-dire ce sont les scientifiques qui font des propositions et qui sont mesurées, donc 30-70. Si vous voyez l'Union européenne, j'étais conseiller de l'Union européenne pour voir leur programme de ce qu'on appelle le European Research Council et ce qu'on appelle le RP7, c'est-à-dire le Research Program. C'est à peu près 90% c'est top-down. Et 10%, moins de 10%, c'est bottom-up. Donc chaque système a des rapports différents, utilise un mix des deux. Which is best? Il n'y a pas de solution magique. Ce qui se passe souvent, c'est que les financiers publics préfèrent des résultats à court terme qu'ils puissent montrer aux contribuables.
et surtout pour des raisons politiques. C'est ça le danger, en fait, du top-down. Et donc, c'est des fois à bon escient. Quand on dit, bon, on veut faire un programme sur le sida, il faut absolument pousser, trouver des solutions pour le sida. Politiquement, c'était créé. Ben, c'est ce qui s'est passé, ce qui a créé une énergie pour créer des médicaments. Mais des fois, l'exemple en Union soviétique de faire du lamarckisme et pas de l'évolution sur Lysenko a pratiquement éliminé la biologie soviétique pendant 50 ans. Donc il y a toujours un danger de déséquilibre. Et surtout, c'est quand on crée ces systèmes de top-down, ils deviennent obsolètes et surtout bureaucratiques après plusieurs années. Donc, il faut faire attention. Maintenant, la science avance rapidement, donc il faut avoir des systèmes plus flexibles, et donc un système décentralisé qui va de bas en haut est plus adaptif. Mais il n'est pas adapté aux larges projets compliqués, complex projects. Par exemple, on n'aurait pas jamais pu réaliser le génome humain si on avait utilisé cette approche. On ne peut pas réaliser, par exemple, en physique, on n'aurait jamais pu réaliser la physique des particules si on avait utilisé l'approche bottom-up. Vous comprenez? Donc, il y a un équilibre entre les deux. La plupart des pays utilisent une approche hybride. Il y a des institutions qui utilisent une approche hybride. Le grand problème, c'est la fragmentation. Le grand problème dans la gestion de la science, c'est que quand on n'arrive pas à avoir assez de masse critique dans une entité et qu'on divise cette masse critique en 10, 20 institutions. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est souvent qu'avec, comme je vous avais dit, la connexion avec l'autorité politique qui, en général, contrôle le surplus économique, c'est comme ça que ça se passe, au cours des années, au lieu de mettre les ressources dans un système adaptif, on crée certaines structures. Alors on crée structure A une année, c'est ma réalisation, voilà, j'ai ce qu'on appelle un legacy, c'est-à-dire un héritage. J'ai laissé un héritage scientifique, j'ai créé ça, puis le deuxième ministre arrive, il crée un autre, et puis le troisième président arrive, il en crée un autre, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec vraiment une cafétéria, quoi. Et donc, il faut éviter cette fragmentation. Pourquoi? Parce que d'une manière, la fragmentation, ce n'est pas un problème en soi. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à réaliser une masse critique sur des projets importants, sur surtout la continuité de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire la formation. C'est-à-dire pour supporter toute une génération de scientifiques, d'innovateurs, de technologies, il faut quand même une continuité dans la politique de formation, donc de développement en fait, des ressources humaines. Et quand on fragmente beaucoup les ressources, c'est très difficile de maintenir un plateau technique de ressources, un plateau de ressources humaines capable de supporter la science et la technologie. C'est pour ça que la fragmentation n'est pas une bonne chose, parce qu'on n'arrive pas à réaliser à court terme, à long terme, nos objectifs stratégiques. Bon, là, donc, je vous repose le problème d'une autre manière. Imaginez un océan. Et bien sûr, on doit explorer cet océan. Et on est là sur la plage, et puis on voit l'océan devant nous, et on doit explorer l'inconnu. Nous n'avons aucune idée, il n'y a pas de carte satellite, il n'y a pas de Google Maps, il n'y a rien du tout. Et comme vous le savez, quand on est à la frontière de la connaissance, on est tous ignorants. Parce que si on savait où on devait aller, on ne serait pas ignorant. Donc, par définition, nous sommes tous également ignorants quand on est vraiment à la frontière de la science, c'est-à-dire à la frontière extrême. Quelles sont les meilleures stratégies? Alors, une des stratégies, si on va explorer l'océan, c'est de, comme on a la technologie, on crée un grand bateau, puis on aura des chercheurs, c'est ce qu'on appelle l'expédition. C'est la notion d'expédition. C'est-à-dire on crée la ressource, on met les chercheurs, c'est les grandes explorations qui se sont passées au cours de l'histoire. Là, par exemple, on dit, bon, on va essayer de résoudre le problème de la maladie d'Alzheimer, on va créer le bateau Alzheimer, on va mettre tous les meilleurs chercheurs du monde dans l'Alzheimer ici. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Des microscopes, ça, ben voilà, des microscopes, tout ce que vous voulez. Et puis on va aller explorer l'océan Alzheimer. Et ça part, et puis ça va, et puis voilà, ça touche un iceberg. Et sur son premier voyage, le Titanic a coulé au premier voyage, et c'est ce que j'appelle la stratégie Titanic. Il faut comprendre qu'on ne peut pas explorer l'inconnu avec une stratégie Titanic. On peut explorer le connu. On peut réaliser de grands projets intégrés, compliqués, complexes. Aller sur la Lune, réaliser la bombe atomique,
ce sont des choses qu'on peut faire quand on a compris la science fondamentale qui la soutient. Mais quand on ne comprend pas la science fondamentale, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure stratégie, en fait, ça a toujours été d'envoyer des petites barques, comme a fait la reine Isabelle avec Christophe Colomb. Et bien sûr, ils vont dans toutes les directions, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont toucher. Et puis, il y en a un qui va découvrir un nouveau continent. Bon, une fois qu'on a découvert ce continent, une fois qu'il y a eu cette découverte initiale, les étapes suivantes dans la gestion de cette découverte, ce sont 3 étapes. L'étape discovery et des pionniers, donc une diversité de stratégies, on va dans plusieurs endroits, il y avait des explorateurs français, des explorateurs anglais, espagnols, ils ont trouvé certaines régions de ce nouveau continent. La deuxième phase, c'est les explorateurs, donc ce sont des gens qui savent où se trouve la découverte et qui vont ensuite l'explorer à terme. On voit ça en science. Une fois que la structure de l'ADN a été trouvée, toute une série qui a suivi d'explorateurs initiaux a essayé de comprendre comment elle était formée, comment elle était régulée, et ainsi de suite. Et ensuite, on arrive à la phase coloniale, on colonise le territoire qu'on a découvert. Et c'est comme ça que c'est l'image la plus simple que je veux partager avec nos collègues qui ne sont pas scientifiques, mais qui comprennent en fait le problème, enfin le mécanisme fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'approches. On ne peut pas découvrir avec une seule approche, l'approche titanique, quand on parle de découverte. Maintenant, quand on parle de développement technologique, il y a une autre approche qui est l'approche top-down, où on réalise un projet parce qu'on a un but très particulier qui ne peut pas se réaliser justement avec 2 bateaux, comme vous savez que la reine Isabella ne voulait pas donner les ressources à Christophe Colomb, ça lui a pris 1 an pour la convaincre. Mais encore une fois, elle avait un surplus. Elle avait un petit surplus économique, elle a investi, et encore une volonté politique. Et à l'époque, si vous vous rappelez, c'était une volonté politique pour essayer d'aller aux Indes d'une manière différente. Et d'ailleurs, Christophe Colomb pensait avoir trouvé les Indes. Donc, mauvaise raison, mauvaise direction, tous les composants. D'ailleurs, tout le monde pensait que Christophe Colomb était un peu anormal. Et en même temps, ça a permis cette découverte, donc d'où l'attitude du pourquoi pas. Donc je redis, ce qui est important dans la gestion de la science, c'est de comprendre nos limites. Et de comprendre que les scientifiques sont fondamentalement des artistes. Que ce soit un Christophe Colomb, ou que ce soit même un Francis Crick, ou un Jim Watson, ou même un Louis Pasteur. Ce sont fondamentalement des gens qui ont des concepts en dehors, si vous voulez, des principes reçus, et qui utilisent une méthode, la méthode scientifique, comme Claude Bernard, comme d'autres, qui est une méthode rigoureuse de vérification, mais cette méthode-là ne s'applique pas à eux. Il ne faut pas mélanger la méthode qui est utilisée par les scientifiques à l'approche de la science et la gestion de la science. Et moi, je pense qu'il est très important, primum non nocere, qu'en science et en innovation, il faut comprendre ses limites. Et la première des choses, c'est de ne pas faire de mal. Et donc, pouvoir fournir un environnement propice, mais comme on ne peut pas commander un chef-d'œuvre à un artiste, on ne peut pas commander l'innovation aux scientifiques. C'est pas quelque chose, il faut comprendre ses limites. On peut l'aider, mais je connais 1000 manières d'empêcher l'innovation, je ne connais pas la manière de la faire réussir à chaque fois. Donc, il faut comprendre que, du point de vue gestion, l'abstention est plus importante que le dirigisme. Et donc, il faut avoir un équilibre que je ne peux pas vous décrire. C'est quelque chose qu'on réalise avec l'expérience, mais surtout, se méfier de ses propres convictions quand on gère la science. Et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'il faut vous rendre compte que quand quelque chose arrive, souvent, quand elle est révolutionnaire, elle a énormément de résistance. C'est-à-dire on résiste au changement de dogme. C'est un phénomène qu'on connaît tous. Et donc, beaucoup de connaissances nouvelles, de directions nouvelles de science, quand elles se présentent à vous, elles se présentent de manière tout à fait irrationnelle, parce qu'elles sont nouvelles. Et donc, il faut être très, très... c'est comme une petite fleur, si elle doit grandir, il faut être très prudent. Il faut mélanger... Il faut protéger, en fait, ce bourgeon. Et ça, c'est un des mécanismes de gestion que je trouve très, très critique. Il faut considérer toute idée nouvelle
comme étant une petite graine, une graine possible de découverte fondamentale. Parce que l'attitude inverse tue énormément d'innovation. Et ça, c'est Vannevar Bush qui est célèbre parce que c'est lui qui a convaincu le président Roosevelt de créer et la Fondation nationale des sciences et le NIH moderne, sur les idées dont je vais vous parler. Mais lui avait dit, attention, il faut créer des systèmes protecteurs de la science, protecteurs de l'innovation, parce qu'on ne peut pas dicter l'innovation. Et c'est un peu son message de faire attention aux bourgeons de nouvelles connaissances et de les protéger. Je vais vous donner un exemple qui m'a été donné d'ailleurs par Marshall. Ce sont deux médecins, enfin un pathologiste et un médecin gastroentérologue en Australie, qui ont eu le prix Nobel en 2005. Vous le savez, c'est eux qui ont découvert que les ulcères, et pour ceux qui se rappellent, je vois Joël Ménard dans l'audience, tu te souviens, Joël, c'était 20% de tous les lits d'hôpitaux, de consultation, c'était les ulcères gastriques, les ulcères duodénaux. Moi, j'ai passé ma médecine, c'était sur la fin de cette période, mais on passait pratiquement 2 jours par semaine à faire des lavements barités, enfin des examens de l'estomac pour découvrir les ulcères. On pensait que c'était dû au stress, c'était dû à un déséquilibre chimique. Mais c'est Marshall et Warren qui ont eu l'idée de dire non, c'est une maladie infectieuse à l'hélicobactère qui, bien sûr, à l'époque était considérée comme révolutionnaire. Mais quand vous voyez Warren avait les images directement du germe hélicobactère sur l'estomac, mais ça a été considéré comme un artefact. Et je vais vous montrer une lettre qu'ils m'ont donnée, qu'on leur a envoyée en 1983, qu'ils partagent avec tout le monde, de la Société gastroentérologie d'Australie. Donc, 1983, ils envoient leur abstract, ils en avaient parlé, et puis voilà le truc. Je regrette de vous dire que votre papier de recherche n'a pas été accepté pour la présentation au meeting annuel. Il y avait beaucoup d'abstracts, le nombre d'abstracts était grand, et pour ce meeting, il y en avait 67. Et on a été seulement capable d'en accepter 56. Alors 56 fois sur 67, on a raté vraiment l'innovation fondamentale. S'il y avait un prix Nobel futur dans les submissions, et sur 56 fois, ils n'ont pas pu dire « Ah, ça, c'est un prix Nobel, ça, c'est nouveau ». Et ensuite, regardez le conseil. Et puis, ils leur disent bien que, bien sûr, c'est anonyme. Et alors, ils disent « Le National Program Committee veut vous remercier pour avoir soumis votre travail, et puis espère que vous le resoumettrez dans le futur, peut-être avec une revue critique de vos collègues. » Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en dehors des rangs. Si vous voulez vraiment présenter à la Société royale, mettez-vous dans les rangs. Allez voir vos collègues, ils vont vous dire, voyez un peu le phénomène. Donc, tout système de gestion de la science doit avoir une partie, comme je le disais à la leçon inaugurale, une partie risque, une partie d'acceptance, une partie de protection des idées nouvelles. Donc, c'est très souvent le cas. Une culture de protection de ce genre d'idées est absolument essentielle. Donc, je vais maintenant finir avec l'histoire du NIH, pour vous donner un peu une idée de l'illustration de ces principes, comment elles se réalisent en pratique, tout en disant que le NIH a été créé en 1887. En fait, le NIH existe depuis 1798 comme laboratoire dans l'hôpital de la marine américaine. Ensuite, en 1887, laboratoire d'hygiène avec la découverte des germes. D'ailleurs, le premier directeur, Joseph Quinion, fait ses études en partie en Allemagne, en partie ici en France, à Pasteur, et donc retourne ensuite en 1891 au laboratoire d'hygiène de Washington. C'est seulement en 1930 que la première notion de financement public des recherches fondamentales est lancée aux États-Unis. Seulement en 1930. Et c'était lancé par la société de Chemical Society, c'est-à-dire la société de chimistes. Ce n'était pas fait du tout par les médecins. C'était les chimistes qui disaient « Nous avons découvert des molécules organiques qui, avec la découverte de Ehrlich et tout, des molécules organiques qui ont une action biologique. Pourquoi ne pas faire des études rigoureuses sur la biochimie ?»
En fait, c'était ça, ils avaient convaincu un sénateur Ransdell, qui ensuite a dit ben, c'est une bonne idée. Donc vous voyez, volonté politique, toujours une volonté politique, et il y avait des budgets, les budgets étaient en surplus à l'époque. C'était juste avant la période, enfin, en période juste de la crise économique, donc il y avait un stimulus économique. Donc ils voulaient faire ça, comme ils l'ont fait il y a 2 ans, le stimulus économique aux États-Unis. On a supporté justement la science. Et donc ils créent l'Institut national, un Institut national de santé. En 1937, le problème du cancer était devenu un grand problème national. On crée l'Institut national du cancer, et donc le NIH devient les Instituts nationaux de la santé, au pluriel. Il faut très bien comprendre qu'il y a beaucoup d'inspiration de Pasteur. Les gens ne comprennent pas cette relation entre le NIH et Pasteur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que moi, même quand j'étais au NIH, on m'a expliqué la connexion entre les deux à travers le premier directeur, mais surtout cette notion internationale, cette notion de dire la science ne connaît pas de pays, parce que la connaissance appartient à l'humanité. Et c'est une phrase de Pasteur qu'on utilise d'ailleurs au NIH. Quand on parle du NIH, on parle de cette notion de Pasteur. On a un centre de recherche international, le Fogarty Center, qui est basé en fait sur les concepts de Pasteur. Pasteur qui avait eu l'idée en fait de distribuer la science à travers tous les instituts dans le monde. Et bien sûr, l'homme qui a vraiment été responsable pour la formation moderne du système de support de la recherche, de l'innovation et de la science, et c'est vraiment Vannevar Bush, qui était conseiller du président Roosevelt pendant la guerre. Il était un doyen du MIT, et il avait été appelé par le président pour travailler sur l'effort de guerre. Et comme pendant l'effort de guerre, il y a eu beaucoup de collaboration entre les universités et le gouvernement. Il y a eu bien sûr le projet Manhattan Project sur la bombe atomique, et puis d'autres projets. Donc Vannevar Bush va voir Roosevelt et lui dit, écoute, c'est très important de conserver cette relation, parce qu'il n'y avait jamais eu cette relation avant. C'est très important pour le pays, et c'est très important de le faire aussi pour la santé. Donc il dit, voilà, le progrès scientifique est bien sûr essentiel à la sécurité de la nation, donc encore les moyens financiers, une volonté politique et une vision. Et il fallait absolument que la nation soit en meilleure santé, parce que meilleure santé crée plus d'emplois et meilleur standard de living, un standard de vie. Et donc voilà un peu l'idée fondamentale de la création moderne du NIH. Donc la mission du NIH est très simple. Elle a été dictée politiquement, c'est-à-dire découvrir de nouvelles connaissances qui amènent une meilleure santé pour tout le monde. C'est une mission très directe, c'est-à-dire faire de la recherche fondamentale qui s'applique et qui se traduise en bénéfices humains. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On supporte la recherche. Donc, c'est financé par le gouvernement, mais ce n'est pas exécuté par le gouvernement, 90% du budget. Et puis, c'est fait à travers les écoles de médecine, les hôpitaux, les instituts de recherche. Il faut aider à traduire cette recherche en innovation médicale, et surtout former la génération d'investigateurs, de chercheurs nécessaires au cours des années pour réaliser ce but, et bien sûr éduquer le public sur les besoins de santé publique. Donc je vous passe les détails. Quand vous regardez l'organisation du NIH, vous pensez qu'il y a eu une organisation rationnelle. En fait, elle est complètement irrationnelle. C'est tout à fait dément, parce qu'il y a 24 instituts et 3 centres, mais c'est intégré dans une organisation, ça n'a pas été fragmenté. Pourquoi? Parce que certains instituts ont été créés par des forces politiques basées sur une maladie, le cancer, les maladies cardiovasculaires, ou alors sur un organe, langue, les poumons, maladie des poumons, maladie du cerveau, ou alors sur une étape de vie, l'institut de vieillissement, l'institut des enfants. Donc il y a trois formes d'organisation. D'autres instituts sont formés sur des lignes fonctionnelles, c'est-à-dire la science de base, la formation, les sciences translationnelles, d'ailleurs même des sciences transversales. Et tout cela est basé sur une chose en particulier, c'est un centre de revue scientifique qui est excellent et qui est indépendant, qui est d'ailleurs, du point de vue statutaire, est indépendant. C'est-à-dire ils ne peuvent pas m'écouter à moi et me dire « Ah oui, si je leur dis par exemple, je voudrais que Joël Ménard soit sur un point de revue »,
ils ont le droit de me dire non. Donc ils ont une indépendance d'opération qui est extraordinaire. Et c'est un grand pilier du NIH. Donc à peu près 31 milliards de dollars, 90% de la recherche biomédicale aux États-Unis est financée à travers cet instrument. Et comme je vous l'avais dit, on est responsable vis-à-vis du Congrès, de l'administration, du gouvernement. 10% pour des laboratoires intramuraux, c'est-à-dire qui sont financés et sont des employés de l'État qui font de la recherche pour le gouvernement, et à peu près 10 000 scientifiques dans 1200 laboratoires. 5% sont les coûts administratifs, et 85%, c'est ce qu'on appelle le financement extramural, qui va vers 80% à peu près sur 120 universités de recherche. Il y a un nombre infini de grantis. Et il y a une séparation stricte entre les programmes intramuraux. Intramuraux, c'est les programmes extramuros. Une séparation légale. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre les sous de l'extramural et les mettre dans l'intramural et vice-versa. Et donc, c'est comme ça qu'on réalise l'indépendance des deux, et pour avoir justement un équilibre où la bureaucratie ne commence pas à contrôler la science. Quelles sont les pierres angulaires du NIH? Un, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'un système de revue par les pairs qui est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où il y a une discrétion. C'est absolument nécessaire pour dépenser $1 du contribuable, il faut que ça passe par un système de revue indépendant. Et le système de revue est non seulement indépendant, il est anonyme. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui revoit votre grant. Donc c'est important. C'est toujours réalisé non pas par des employés du gouvernement, mais par des externes. Et il est très compétitif. Il y a seulement 22% des demandes qui sont financées par cycle. Mais au total, quand on est un bon scientifique, on arrive à 50% du temps, on arrive à avoir un grant. Ce n'est pas impossible d'en avoir. Et ce qui est d'intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une décision scientifique. Une fois que l'avis des scientifiques est donné, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet scientifiquement valable et tout ça, il passe dans une structure de conseil qui est scientifique et publique. C'est-à-dire chaque institut a un conseil qui est formé de 2 tiers de scientifiques et 1 tiers de gens du public. Donc moi, je me retrouvais avec 2 conseils, un conseil public et un conseil de scientifiques. Donc 2 conseils qui viennent en fait statuer sur les priorités, bien qu'on ait toujours une revue indépendante, il faut quand même décider quelle est l'importance de l'une vis-à-vis de l'autre. Et donc c'est fait à travers ce système. Et le système, donc, le Congrès attribue des fonds. C'est le chercheur, c'est un système bottom-up. C'est un chercheur qui d'abord définit une proposition de subvention avec un nouveau projet, qui est ensuite revu par un panel scientifique indépendant, et ensuite ça va à l'Institut. Et à l'Institut, il y a toujours ce qu'on appelle des programmes officers, c'est-à-dire c'est gérer tout champ scientifique a comme gérant, si vous voulez, une personne à l'intérieur du NIH qui se spécialise dans ce domaine. Et en général, cette personne-là, on en a à peu près 800 à 900 qui gèrent tout le portefeuille, connaît pratiquement toutes les avancées scientifiques dans le domaine, ce sont eux-mêmes des scientifiques. Donc il y a une interaction, si vous voulez, entre la revue indépendante anonyme, le programme, qui ensuite contacte l'investigateur, et ça vient bien sûr à ce que je vous disais, les conseils nationaux, qui viennent ensuite au directeur de l'Institut qui fait la décision finale. Quand on veut diriger un peu la recherche, on le fait comment? On ne décide pas que c'est tel groupe ou tel groupe qui va faire le génome humain, on met ça en compétition. Et on fait ça comment? On a 2 processus. On a un processus de demande d'application, de demande, c'est-à-dire c'est un appel à demande, où on détermine les enveloppes du programme, et les gens font une compétition qui revient à travers le même cycle. Voilà en fait les caractéristiques de système. Mais il y a une caractéristique importante qui est absolument essentielle à comprendre, qui n'est souvent pas comprise en dehors des États-Unis pour gérer cette science. Comment on s'assure du fait que les institutions qui ne sont pas gouvernementales, qui sont privées, fournissent aux scientifiques un environnement suffisant pour réaliser les recherches? C'est-à-dire en tant que
financement public, il ne suffit pas de donner une subvention. Parce que si je donnais une subvention à quelqu'un dans un désert, où il n'y avait pas de laboratoire, pas d'équipement, cette subvention-là serait mal utilisée, elle serait gaspillée. Donc il faut avoir un équilibre entre l'institution et l'investigateur. Quel est cet équilibre? Aux États-Unis, ce qui est très important à comprendre, c'est que toutes les subventions ne sont pas données à l'institution, mais elles sont données au scientifique lui-même, ce qu'on appelle l'investigateur principal. C'est-à-dire quand on envoie la décision de subvention de mon bureau, elle est donnée à un tel. Elle n'est pas donnée à Harvard ou MIT ou Johns Hopkins. Elle est donnée à l'individu. Par contre, en plus du grant, les institutions reçoivent ce qu'on appelle des coûts indirects. Donc si je donne par exemple 100 000 euros à chercheur X, l'institution elle-même recevra entre 40 et 70 000 euros en plus pour financer tout ce qui est facilité, les laboratoires, tout ce qui est l'électricité, l'eau et l'administration. Et ça réalise quelque chose de quand même de très particulier. Pourquoi? Parce que les institutions maintenant deviennent elles essayent de créer l'environnement le plus propice à retenir les scientifiques. Pourquoi? Parce que les grants qu'on donne sont complètement transférables. Elles sont portables. C'est-à-dire si moi j'ai mon grant du NIH, je peux aller à mon université Johns Hopkins et puis je leur dis voilà, j'ai besoin de ceci, cela. Et demain, il y a le président de Harvard qui peut m'appeler, il me dit écoute, Elias, j'ai entendu que tu as ça, nous on a ce grand laboratoire, est-ce que tu ne voudrais pas venir? On te fournit 2 fois plus d'espace et ton salaire augmente, ou autre chose. Où tu as accès à ça. Donc il y a une compétition à fournir aux scientifiques un environnement très favorable à les garder. Donc les grants donnent un pouvoir, si vous voulez, aux scientifiques et à son équipe. Par contre, il peut aller dans une autre institution qui font que les institutions elles-mêmes sont en compétition pour garder les scientifiques qui sont financés et garder les coûts indirects. Et donc, c'est ce système-là qui supporte en fait la qualité de ce qu'on voit dans les laboratoires, dans les grandes universités. C'est parce que s'ils n'avaient pas de grands laboratoires, ils n'auraient pas de scientifiques. S'ils n'avaient pas de scientifiques, ils n'auraient pas de sciences. S'ils n'avaient pas de sciences, ils ne peuvent pas éduquer. Et donc, c'est la spirale descendante. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'un système de gestion de l'innovation de la science n'est pas un système où une institution peut régler le problème. En fait, c'est un écosystème, c'est un réseau. Et donc, le NIH fait partie d'un écosystème. Je vous ai parlé du Congrès, donc la puissance publique. Je vous ai parlé du public, le contribuable, et l'importance des groupes de malades qui aiment être écoutés, qui aiment diriger, enfin, essayer de pousser certaines recherches, par exemple dans le sida ou d'autres maladies, le cancer. Les universités qui sont en fait l'intégrateur institutionnel de la recherche aux États-Unis. Donc j'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait avoir un système où il y avait une institution responsable. Aux États-Unis, c'est l'université de recherche qui domine. Dans notre pays, c'est la Max Planck ou d'autres systèmes. Et ensuite, une relation directe avec l'industrie et les compagnies de start-up pour réaliser justement les bénéfices de l'innovation, c'est-à-dire des créations de produits qui sont ensuite diffusées à grande échelle. Cette notion de partenariat avec le secteur privé est très importante. D'ailleurs, quand on voit toutes les avancées technologiques, puisque c'est la chaire d'innovation technologique, on se rend compte que le plus souvent, il y avait eu une collaboration académique-privée. C'est la base même du MIT, c'est la base même des plus grandes avancées technologiques. Ça a été toujours une ouverture d'esprit en ce qui concerne la relation. Bien sûr, c'est important de garantir la qualité scientifique, la force scientifique, mais les ressources financières doivent venir des deux systèmes, privé et public. Et c'est cette synergie qui fait qu'on arrive à créer un environnement propice à la réalisation de l'innovation. Donc aux États-Unis, c'est 2 lois. La loi de Bayh-Dole, pour ceux qui veulent étudier le système. C'est une loi très essentielle dans ce qu'on appelle le transfert de technologie. C'est ce qui permettait aux organisations à but non lucratif, comme les universités, de retenir les brevets qu'elles avaient créés avec du financement gouvernemental. Avant ça, quand on avait un financement gouvernemental, si on faisait un brevet, on le donnait au gouvernement.
Et le gouvernement n'avait pas le droit de le donner à une industrie, il fallait qu'il le donne à tout le monde en ce qu'on appelait non exclusif, dans une licence non exclusive. Donc ce qui passait, les universités n'avaient pas de raison de protéger la propriété intellectuelle, et le monde privé n'avait aucune raison d'aller au gouvernement et de leur dire ah, donnez-moi ce brevet, parce que le gouvernement leur dirait ah oui, mais tu veux cette molécule, bon, tu la prends, mais je la donne à tout le monde. Donc tout de suite, il n'y avait pas de motivation, si vous voulez, pour investir. Et en 1986, voilà la deuxième loi, qui a été, maintenant ces deux lois ont été copiées, je peux vous le dire, à travers le monde. Sont devenus des exemples de lois qui permettaient maintenant aux agences fédérales de faire des recherches avec des partenaires non gouvernementaux et protéger cette propriété intellectuelle. Et donc, nous avons au NIH 233 accords de coopération de recherche et de développement. Par exemple, je vous donne un exemple, Taxus, ça a été développé avec une compagnie called Angiotech, un autre Préservision avec Bausch & Lomb. L'exemple le plus fameux, c'est en fait Taxol, les taxotères, avec Sanofi et Bristol-Myers. J'ai un ami là qui connaît bien l'histoire. C'est venu d'une collaboration fondamentale entre le National Cancer Institute et ces deux compagnies. C'est comme ça que ça s'est lancé. Et donc, il y a un sens qu'il ne faut pas créer de silos, si vous voulez, entre les différentes composantes. Et bien sûr, quelle est la balance que l'on doit réaliser si on comprend que le système doit être géré de telle manière qu'on encourage, et non pas, on ne décourage pas l'interpénétration et la flexibilité d'interpénétration entre le public et le privé. C'est surtout de réaliser qu'on ne s'applique pas au même domaine. Le domaine public doit être beaucoup comme une pyramide, où la base de la pyramide, c'est la recherche de base, la recherche fondamentale et le développement de technologies fondamentales. 60% du budget du NIH est dirigé sur les sciences de base. Ensuite, on dépense 25% sur la recherche translationnelle, comment découvrir les méthodes pour traduire ces découvertes, et sur les applications cliniques, 15%. Par contre, le système privé a une pyramide inversée. Beaucoup sur le développement clinique, la recherche translationnelle et la recherche de base, très peu. Donc ce sont deux pyramides complémentaires. Pour vous donner une idée des tailles de grandeur, le budget ici de 30 milliards de dollars, le budget ici de 65 milliards. 2 fois plus grand dans le secteur privé. Mais c'est des budgets complémentaires. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que le gouvernement, d'après moi, se sépare de sa mission fondamentale qui est d'avancer les connaissances nécessaires et les technologies nécessaires. Et donc il faut éviter, encore une fois, le dirigisme qui pousse les investissements publics à se diriger vers des buts à court terme. Parce que, d'après moi, les buts à court terme, c'est là que ça doit se faire parce qu'il y a un résultat économique. Si les buts à court terme sont rentables pour le gouvernement, ils doivent être rentables pour le système économique. On peut faire des facilités, mais ne pas enlever aux ressources économiques qu'on dirige vers la science et la technologie du point de vue public le devoir d'avancer les sciences fondamentales. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Regardez la carte des États-Unis. Vous voyez que le NIH donne des grants à travers pratiquement tous les États, à part certains États du centre. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'il y a des zones des États-Unis qui sont des clusters. Ce sont des essaims. Des essaims ici dans la région de Boston, par exemple, jusque Boston, New York, Philadelphie, Baltimore. C'est un grand cluster qui représente pratiquement 30% de l'investissement du NIH. Et ici, sur la région de San Francisco, ce qu'on appelle le Bay Area, ce qu'on appelle la région de San Diego, vous voyez ici le cluster qui est en train de se former. Seattle, c'est beaucoup plus petit. Et vous voyez, il y a des clusters au Texas qui commencent. Mais vraiment, les 3 grands clusters, c'est la côte Est, surtout Boston, la région de Silicon Valley, et San Francisco et San Diego. Et vous voyez ça très bien sur la carte. Donc, cette idée d'enrichissement, de région, de masse critique, qui en fait crée tout un tissu de compétences qu'on peut utiliser de manière flexible pour justement réaliser cette innovation, supportée énormément par des politiques régionales très fortes. Donc ce sont des pôles, si vous voulez,
d'innovation. Et vous voyez par exemple un exemple des résultats, il y a eu 3114 nouvelles technologies qui ont été essayées, si vous voulez, qui ont été transmises au marché entre 1998 et 2004, ça c'est pour le NIH, et 185 institutions de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4543 nouvelles compagnies qui ont été formées dans le domaine biomédical, dont 2671 étaient encore en opération. Donc, vous voyez, un effet d'entraînement entre science, technologie, l'engineering et l'innovation économique qui explique pourquoi cet effet d'entraînement, où on trouve justement une croissance économique qui est proportionnelle en fait à nos investissements de sciences et de technologie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un peu complexe, si vous voulez, dans le sens où les principes ne sont pas linéaires, ce sont des principes généraux, mais qui expliquent quand même la tension qui existe toujours entre système de financement public avec du top-down et un système bottom-up. Tous les deux, en fait, ce sont des systèmes qui ont leur raison d'exister. Souvent, quand on parle de sciences de base, de découverte, c'est surtout le système bottom-up qui marche le mieux. Quand on voit des domaines plus mûrs, où on a besoin d'avoir une masse critique pour réaliser de grands projets, c'est le système top-down qui a l'air de mieux marcher. Maintenant, le rapport de l'un à l'autre, enfin, moi, comme je vous l'ai dit, c'est 60% base et 40% appliqué. Au NIH, c'est 70-30 entre ce qui est bottom-up et ce qui est top-down. La National Science Foundation, la Fondation nationale des sciences, c'est 80-20. 80% c'est bottom-up et 20% c'est top-down. Si on va au département d'énergie qui fait surtout les recherches en énergie, c'est l'inverse, c'est-à-dire beaucoup plus de top-down que de bottom-up parce que les projets sont plus grands. Et dans d'autres pays, ça change. Je ne connais pas très bien le rapport ici en France entre les deux, mais par exemple en Angleterre, c'est surtout du bottom-up. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de l'industrie anglaise. Ils n'ont pas souvent les capacités de réaliser de grands projets dirigés vers de grandes priorités. Par contre, en ressources investies, le système anglais produit le plus de recherche. Quand on fait une étude comparative vis-à-vis du dollar investi, ou de l'euro investi, ou de la livre investie, le système de recherche anglais est beaucoup plus performant que même le système aux États-Unis, en proportion. Donc, on voit un peu ce qui se passe. On va parler dans les prochaines lectures, on parlera justement d'autres systèmes et d'autres manières, si vous voulez, de gérer la science. Comme je vous l'ai dit, je crois que la réponse, c'est qu'on ne peut pas gérer la science scientifiquement. On gère la science comme on gère une fleur. Il faut protéger justement les nouvelles idées. Il faut trouver un système pour empêcher justement l'étouffement de la science, mais on ne peut pas en même temps être des créateurs de science ou d'innovation. Quand on veut gérer la science et l'innovation, il faut surtout avoir cette attitude un peu médicale de first do no harm. Hein. D'abord, ne faites pas de mal. Parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à détruire et à ne pas gérer en fait correctement la science et l'innovation. Merci.